prophecy is true. Bois le jus de nectar de cocktail de fruits. Bonjour, bonsoir à tous et toutes, et bienvenue dans Jus de Ciné, l'émission qui parle de cinéma de façon plus ou moins rapide et agréable, qui se consomme comme un jeu de fruits. On dirait David Lafarge Pokémon. Et on se retrouve pour le premier Jus de Ciné de 2021. Très bonne année à vous. Si vous n'avez pas vu le bilan cinéma, je vous le souhaite, je vous la souhaite ici, cette nouvelle année. Je vous invite quand même à aller voir mon bilan cinéma, hein, s'il vous plaît. Il sera en fiche, là, maintenant, tout de suite, là. C'est fou le pouvoir des fiches sur YouTube, c'est incroyable, hein. Maintenant je m'amuse comme un fou avec ça. Pour ce premier Jus de Ciné de 2021, le programme est assez léger, je vais pas vous mentir, enfin quand je dis léger, c'est-à-dire que, ouais, enfin il n'y a pas grand-chose. Je vais pas vous mentir, il n'y a pas grand-chose, le Jus de Ciné risque d'être assez court. Donc le programme, les actus évidemment toujours, Saul, le dernier Pixar, Kangaroo Jack et 7 psychopathes. Ça n'a aucun rapport, ces trois films. Mais c'est ça qui m'éclate. Pas de vice versa parce que je suis tout seul aujourd'hui, il n'y a pas Marie, mais elle sera normalement là pour la prochaine émission, enfin le prochain numéro du mois. Donc voilà pour le sommaire, il est temps de passer aux actus. Alors malgré le contexte, j'ai réussi à trouver quelques actus plus ou moins intéressantes. On commence avec l'OLMDR, les salles de cinéma qui ne sont pas ouvertes, toujours pas. On avait un petit espoir fin janvier, c'est mort. Les plus optimistes parient sur mars, les plus pessimistes parient sur une réouverture en avril, voire plus. Personnellement, je fais partie de la team Mars, mais malgré tout, c'est vrai que c'est compliqué de se prononcer et d'être sûr à 100% là-dessus, parce que c'est tellement imprévisible ce qui se passe. Mars, c'est loin. Ça fait quand même un mois et demi, mais bon, il faut. J'ai encore de l'espoir. Je sais qu'il y a plein de films de ouf qui vont sortir. Et même si Disney et Warner font de la merde, j'ai envie d'y croire. J'ai envie de croire que les gens vont retourner en salle, qu'ils vont voir des bons films, qui vont retrouver le plaisir de la salle de cinéma, qui vont retrouver cette ambiance si particulière, si unique finalement. J'ai encore de l'espoir. Même si, prochaine actu, transition incroyable, le Festival Télérama 2021 a été purement et simplement annulé. Alors pour ceux qui ne voient pas ce que c'est organisé chaque fin janvier depuis 23 ans. L'édition 2020, donc l'année dernière, avait réuni 320 cinéphiles dans les salles art et essai. Parce que c'est ça qui est génial avec le Festival Télérama, c'est que c'est uniquement pour les salles art et essai, c'est-à-dire les salles plus modestes, qui diffusent des films un peu plus ambitieux. Oui, enfin, ou du moins moins accessible, moins grand public. Et en fait, le principe du Festival Télérama, c'est que donc il repasse au cinéma des films marquant de l'année précédente à un tarif réduit, à savoir 3,50€ la séance. Donc évidemment qu'il y a plein de gens qui profitent de cette occasion pour aller voir des films. Et c'est génial, ce truc c'est absolument génial. Et ça aurait été génial qu'on ait un festival Télérama cette année. Ça aurait ramené plein de gens en salle, ça aurait déjà un petit peu reboosté l'économie du cinéma. Mais bon, tant pis, ça sera pour l'année prochaine. Autre actu, en 10 ans, le marché de la vidéo physique qui s'effondre. Et quand je dis la vidéo physique, c'est le DVD et le Blu-ray. C'est passé de 1,4 milliard d'euros à 256 millions d'euros, soit une chute de 82% en 10 ans. Ça fait extrêmement mal. Le support physique, c'est absolument génial. Je me tue à le dire. J'essaie d'acheter le plus possible les DVD d'œuvres que j'aime énormément, que j'ai envie de voir dans une version définitive, qui ne sera pas retouchée par des plateformes de streaming, hein, je ne vise personne. Essayez de vous affranchir un peu de tout ça. Je dis pas, de temps en temps, de voir un film Netflix, tout ça, c'est sympa, mais essayez de vous affranchir un peu. C'est un film qui vous intéresse vraiment, que vous avez vraiment envie de voir, que vous avez envie de revoir, achetez le DVD. Il y a moyen, franchement, de trouver des DVD à bas prix. Et dites-vous qu'en plus vous pourrez avoir des bonus, vous pourrez avoir des trucs super cool dedans. Achetez des DVD ou même des Blu-ray, achetez des coffrets DVD, c'est génial. Il y a des éditions magnifiques chez les éditeurs de DVD, c'est sublime. Achetez des DVD, bordel. On passe à une actu qui parle d'un film précisément, mais je vous avoue que c'est extrêmement intriguant. 4 ans après Mother, Darren Aronofsky, qui a notamment réalisé par le passé Requiem for a Dream ou encore The Fountain, ou encore Noé, prépare un nouveau long métrage, et l'acteur principal de son nouveau long métrage sera Brendan Fraser, que vous connaissez pour la saga La Momie, que vous connaissez peut-être pour les Looney Tunes passés à l'action du génial Joe Dante, et donc il serait de retour au premier plan avec ce film. Extrêmement intéressant, intriguant je dirais même, puisque justement l'intrigue s'intéresse à un homme autodestructeur en surpoids passant ses journées enfermé à manger dans son appartement. Il va essayer de renouer des liens avec sa fille, ado et mal dans sa peau, mais surtout, apparemment, c'est-à-dire que c'est un mec qui bouffe tellement qu'il va commencer à se manger lui-même. Je suis beaucoup trop intrigué. Alors déjà c'est Darren Aronofsky qui est un grand metteur en scène, alors surtout avec Brendan Fraser qui je pense, s'il est bien dirigé, peut être vraiment bon. J'ai très envie de voir ça. Le nouveau Darren Aronofsky, donc qui va s'appeler The Whale, je crois,
m'intrigue énormément. Alors je sais pas quand il sortira, je sais pas si ce sera en 2021 ou plus tard, mais vraiment, si ça sort en salle, évidemment que je foncerai. Autre actu, Netflix, qui est le nouveau mécène de la Cinémathèque, puisque Netflix va participer à la restauration du film Napoléon de Abel Gans. Alors c'est un film des années 20 ou 30, je ne sais plus exactement. C'est surprenant que Netflix soit là-dedans, mais c'est d'autant plus surprenant que Netflix, malgré tout, ce qu'on peut lui reprocher, essaie des trucs, malgré tout. Ils ont, il n'y a pas longtemps, ajouté une chier de films de classiques français, que des classiques français. Et apparemment, ils vont rajouter d'autres. De grands cinéastes français des années 50-60, de la nouvelle vague aussi, parce qu'ils avaient ajouté aussi il y a pas si longtemps des films de François Truffaut. C'est génial, ce genre de démarche est super cool. Le problème c'est que bon, malheureusement ça intéresse une grande minorité des abonnés Netflix, mais ça reste une démarche intéressante. Mais c'est vrai que malgré tout ça fait ça en dit aussi long sur leur poids actuel. Sur le poids de Netflix dans le marché du cinéma. Je sais pas si aussi ils aident les salles de cinéma, s'ils proposent de l'aide au CNC, notamment Netflix France, hein, qui... alors je crois que maintenant ils vont payer leurs impôts en France, hein, ces connards, mais il serait temps. Mais voilà, enfin, on a envie d'y croire encore une fois, voilà. Toutes ces nouvelles sont pas encourageantes, hein, que ce soit le marché physique qui s'effondre, que ce soit le festival Télérama, que ce soit... Mais... il y a de l'espoir, moi j'ai de l'espoir, j'ai envie d'y croire, putain, j'ai envie d'y croire en cette année 2021. C'est compliqué, hein, parce que déjà, en ce début d'année, on a eu déjà beaucoup de merde, mais allez, j'ai envie d'y croire. Et en plus, peut-être la lueur d'espoir dans cette année de cinéma 2021, puisque Gérard Armé a dévoilé sa sélection. Gérard Armé, c'est donc le Festival international du film fantastique, qui sera dans sa 28e édition cette année. Donc j'avais participé à celui de l'année dernière, en présentiel, donc j'avais été à Gérard Armé. C'était génial, d'ailleurs j'en parle dans le bilan cinéma, allez voir mon bilan cinéma, il est vachement bien. Et donc cette année, ça sera évidemment en ligne, mais c'est assez génial parce que du coup c'est accessible pour beaucoup plus de monde, hein. Il n'y a pas le prétexte géographique pour pouvoir y participer. Ils ont donc dévoilé une sélection assez dingue, 12 films en compétition, 11 films en compétition, 3 films issus de La Nuit des Décalés. Donc La Nuit des Décalés, c'est des films qui sont beaucoup plus dans un contexte comédie horrifique, et qui sont souvent très barrés, et vraiment c'est pour se marrer entre potes. Et même ils ont ajouté un film en séance spéciale. Donc pas moi de 28 films, plus une sélection Rétromania, donc avec des films du passé. La sélection cette année, je suis tout de suite dessus, c'est Chromosome 3 de David Cronenberg, Le Loup-garou de Londres de John Landis, The Addiction ou encore X-Tro, et aussi des courts-métrages accessibles gratuitement, il faut juste réserver. Je sais pas si c'est encore possible, je suis sur le site actuellement, apparemment c'est encore possible, et c'est que des courts-métrages français, donc merci pour ce soutien, ça fait ultra plaisir. Et alors je vais pas parler de ouf de la compétition, je vais pas vous parler à fond des films proposés, je vais quand même en citer quelques-uns. Dans la compétition, on peut retrouver La Nuée de Juste Philippot, dont je vous ai parlé dans le bilan cinéma 2020, qui est une de mes grosses attentes 2021. Et pour le coup, je pense que je vais attendre la sortie en salle pour le découvrir, parce que bon, malgré tout... Gérard Armé en ligne, ça impose de le voir sur son ordinateur et ça me ferait un peu chier, d'autant qu'en plus c'est un film qui a l'air ultra ambitieux. Donc La Nuée est en compétition, Teddy aussi, dont je vous ai parlé dans le bilan cinéma 2020, est en compétition, le film Possesseur de Brandon Cronenberg, le fils de David Cronenberg, est également en compétition, un film qui m'intrigue énormément. En compétition, il y a aussi des films qui ont l'air ultra intrigants, comme Sleep, un film allemand, on a Mosquito State, qui est un film américano-polonais. On a aussi Host, film britannique à la manière d'un Unfriended Dead qui a été tourné en plein confinement. On a plein de choses, on a The Stylist avec une espèce de coiffeuse tueuse, on a 2 films russes hors compétition, on a un film français qui s'appelle Les Animaux Anonymes qui m'intrigue énormément. Bref, il y a plein de choses. Et je vous invite à me retrouver sur Twitch le 25 janvier à 21h, puisque je vais faire un stream spécial Festival de Gérard Armé, parce que je pourrais pas voir tous ces films, hein, parce qu'il y en a beaucoup trop, et en gros je vais essayer de faire une liste de priorités à voir absolument. Enfin, voilà, on va parler de tout ça, on va voir les trailers, on va regarder les synopsis et tout ça, et on va essayer ensemble de voir un peu ce qui peut être super intéressant. Donc voilà, 25 janvier, 21h, soyez là, sur ma chaîne Twitch, le lien sera en description. Incroyable! Voilà pour les actus, on passe très vite fait, on va rester un peu dessus quand même, mais on va parler des films que j'ai vus en ce début d'année. Il y en a donc 3 seulement, c'est pas beaucoup, mais on va quand même essayer d'en toucher 2 mots, d'autant plus que le premier... c'est un film qui a fait couler beaucoup d'encre, et il faut en parler, parce que j'ai quand même quelques trucs à dire dessus. Ce film, c'est le dernier Pixar, Soul, réalisé par Pete Docter, qui nous avait déjà offert le formidable Vice Versa,
qui a donc débarqué sur Disney+, le 25 décembre. Je l'ai téléchargé. Et je l'ai donc vu le 2 janvier, donc juste avant de tourner mon bilan cinéma, parce que j'étais persuadé qu'il serait dans mon top 10. Si vous avez vu ma vidéo, vous avez vu qu'il n'était pas dans mon top 10 2020. La raison est que je n'ai pas adoré le film. Je l'ai bien aimé, mais je ne l'ai pas adoré. Et étant un immense fan de Pixar, ça m'a surpris. D'autant qu'en plus le film a énormément de très très bons retours. Je sais pas ce qui m'a pas emballé à fond. Je dois dire que l'idée de base est formidable, que visuellement c'est une dinguerie monumentale, enfin vraiment visuellement c'est magnifique. Je sais pas, il y a beaucoup de bonnes idées, hein, c'est vraiment pas le problème, c'est donc techniquement irréprochable. Je sais pas si c'est le scénario qui parfois est un peu classique, je sais pas si c'est l'humour qui m'a moins parlé, je ne sais pas si c'est l'émotion, où j'ai trouvé qu'il manquait justement un grand degré d'émotion, là où Pixar arrive toujours à me faire chialer. Pour exemple, il y a pas longtemps, j'ai revu la dernière demi-heure de Monstres et compagnie, j'ai pleuré, mais beaucoup. C'est fou à quel point ces films me font pleurer. Mais là, rien. Enfin rien, non, c'est parfois émouvant, mais je trouve qu'il n'y avait pas ce supplément qui à chaque fois me fait avoir la larme à l'œil. J'étais un poil déçu, je le reconnais. C'est peut-être parce que je l'ai pas vu en salle, que ça m'a dégoûté. Nick Disney+. Je sais pas, mais voilà. Je trouve qu'il y a certains défauts de scénario. Je trouve que la fin est extrêmement bancale et facile. Et vraiment, là, je suis en mode, quoi, vraiment? Ouais, ok. Je trouve que ça se finit beaucoup trop bien, presque. Ça m'a un peu gêné, je trouve que ça nique un peu le message du film. Je trouve ça dommage. Donc voilà, c'est un bon film évidemment, mais de là à en l'encenser, à dire que c'est un des meilleurs Pixar, non. Le prochain film est Kangaroo Jack, réalisé par David McNally. Alors c'est un film pour enfants qui est sorti en 2003 et c'est un film que j'avais déjà vu. Et honnêtement, c'est un film que je voulais revoir parce qu'en 2021 j'ai pas mal de résolutions en termes de films et notamment de revoir les films de mon adolescence que j'avais sûrement un peu trop bien noté et jugé. Alors c'est un film qui à la base devait être une espèce de teen movie mais assez gras, enfin genre un American Pie-like. Et ça s'est transformé en film pour enfants avec un kangourou en image de synthèse, mais toujours avec des éléments un peu adultes, c'est-à-dire qu'il y a 2-3 blagues de cul, il y a des espèces de gangsters, machin, enfin des mafieux plutôt. C'est un film surprenant, qui est trop enfantin pour être pour les ados et qui est trop sérieux et mature pour être pour les enfants. Donc c'est un film qui n'arrive pas à trouver son public finalement. Et le fait de l'avoir revu, bah ça fait mal, hein, parce que c'est un film qui techniquement est aux fraises totalement, c'est pas très bien filmé, la photographie change tous les 3 plans, les effets spéciaux, elle a rapport au kangourou, sinon c'est dégueulasse, le montage est assez catastrophique par moments, mais c'est un film pour lequel je garde une sympathie, notamment pour les personnages que je trouve cool, le casting que je trouve plutôt bon aussi, on a quand même Michael Shannon dedans, et c'est d'ailleurs avec ce film que j'ai découvert Michael Shannon, et je trouve qu'il pue la classe. Totalement, ça m'avait déjà marqué beaucoup à l'époque. Donc voilà, c'est un film de mon enfance, adolescence, que j'ai voulu revoir et avec un œil neuf. Et c'est vrai que ça, bon bah, c'est pas un bon film, mais je garde une grande sympathie pour lui. C'est un projet qui est ultra particulier. C'est un film qui se fait démonter, enfin qui s'est fait démonter. Et en même temps, ça peut se comprendre. C'est un minimum objectif, c'est pas un bon film. Voilà, moi ça m'a quand même fait un peu plaisir de le revoir, même si bon, ça a été la douche froide sur certains points. Voilà, moi je trouve que c'est un film d'aventure très sympathique, et même si effectivement en termes d'humour ça vole pas très haut, il y a une ou deux blagues qui m'ont fait sourire, mais bon sinon c'est vraiment assez médiocre. Mais surtout cinématographiquement parlant, il n'y a vraiment rien d'intéressant. Donc voilà, Kangaroo Jack c'est quand même pas dingue. Et autre film que j'avais déjà vu et que pareil j'ai voulu revoir parce que ça faisait bien longtemps que je l'avais pas vu, c'est 7 psychopathes, réalisé par Martin McDonagh, metteur en scène que j'aime énormément puisqu'il a réalisé récemment l'excellent Three Billboards, mais aussi le chef-d'œuvre Bombes de Bruges, mon film préféré. Et donc là c'est son deuxième film, donc celui sorti entre Bombes de Bruges et Three Billboards. Oh putain, excusez-moi, c'est mon chat qui m'embête. Je disais donc que 7 psychopathes, alors je vais pas vous résumer le film, c'est un peu le bordel, mais donc c'est un film que j'ai voulu revoir parce que je l'avais vu il y a très longtemps, version québécoise en plus je me rappelle, donc là j'ai lu en VO évidemment, c'était bien plus intéressant quand même. Le casting est dingue, Colin Farrell, Sam Rockwell, Christopher Walken, Woody Harrelson, Olga Kurylenko et d'autres. Et donc c'est un metteur en scène que j'aime énormément, donc avec cette touche très british qu'il a. Son style c'est de faire un peu des films un petit peu barrés, enfin souvent avec des personnages un petit peu singuliers, et c'est des espèces de comédies noires souvent, c'est à dire que c'est des films qui font marrer mais à des moments où tu devras pas te marrer. C'est-à-dire que Bombes de Bruges, c'est constamment ça. Et Three Billboards, il y avait aussi 2-3 moments où tu ris, et la seconde d'après, tu regrettes d'avoir ri, presque. C'est littéralement ça, Martin McDonagh, et j'aime beaucoup ça. Et donc, dans ce 7 psychopathes, je dirais que c'est son moins bon film des 3. Ça reste un bon film, j'ai vraiment aimé le revoir. Enfin, après, j'en avais très peu de souvenirs, donc c'est pas comme si je l'avais redécouvert. C'est un film qui a du mal un peu à trouver son rythme, c'est un film qui accumule quelques maladresses, c'est pas le mieux réalisé de sa filmographie, mais il y a un casting dément.
Il y a beaucoup de très bonnes idées. Je trouve que c'est toujours très bien écrit par contre, hein, ça par contre l'écriture de Martin Donagh je la trouve toujours aussi brillante. Il y a quand même quelques petits défauts, notamment quelques petites longueurs, mais il y a de vraies bonnes idées. Il y a une mise en abîme par exemple, puisque le personnage principal de Colin, interprété par Colin Farrell, c'est une espèce un petit peu de miroir du metteur en scène lui-même. Ce que j'aime beaucoup aussi chez Martin Donagh, c'est qu'il y a beaucoup de surprises. Là, par exemple quand le film se termine, mais en fait il y a une deuxième fin au moment du générique qui est très poétique comme fin. Qui change totalement la donne et qui change presque l'impression finale du film, et ça, je trouve ça assez génial. C'est un film qui est extrêmement singulier et intéressant. Si vous aimez Martin Donagh, si vous avez adoré Three Billboards, je vous le recommande. Alors c'est moins bien, mais ça reste à voir je pense, et c'est un cinéaste que j'adore, je pense que c'est vraiment un de mes réalisateurs préférés, et j'ai très hâte de voir son prochain film qui je l'espère sortira en 2021. Voilà, bah écoutez, voilà, c'était un jeu de ciné très court, mais bon bah j'ai plus rien à vous dire. On se retrouve évidemment dans 2 semaines à peu près pour le prochain jeu de ciné avec normalement Marie, et on parlera donc de plein de choses, et donc notamment du Festival de Gérard Armé, mais je vous redis, on se retrouve le 25 janvier à 21h sur Twitch pour en parler. Je vous souhaite une excellente journée, soirée, bonne année à vous encore une fois, prenez soin de vous, voyez des films, à la prochaine, salut!